Il y a une vérité que peu osent accepter. Tu ne peux pas gagner une bataille contre un narcissique en te battant sur son terrain. Tu ne peux pas discuter avec lui. Tu ne peux pas lui faire comprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que son jeu ne concerne ni la logique ni la justice. Il s'agit de contrôle. Mais ce que tu peux faire, ce qui le détruit vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et dévastateur. Arrêtez de jouer. Les narcissiques vivent du pouvoir qu'ils ont sur toi, du chaos qu'ils peuvent semer dans ton esprit, de l'énergie qu'ils drainent chaque fois qu'ils te font réagir. Mais lorsque tu cesses de répondre, lorsque tu commences à agir indépendamment, lorsque tu deviens émotionnellement inaccessible, c'est alors que tout leur monde s'effondre. Et le meilleur de tout, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu l'as déjà vaincu. Aujourd'hui, nous allons parler de ces signes, de ces moments où, sans t'en rendre compte, tu as arraché le contrôle à ce narcissique qui pensait pouvoir te manipuler pour toujours. Et nous le ferons avec des principes stoïciens, avec des stratégies qui non seulement te libèrent du narcissique, mais qui te renforcent également pour que tu ne retombes jamais dans le même jeu. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de le voir vaincu, c'est de te voir toi-même plus fort que jamais. 1. Il était le maître de l'histoire. Jusqu'à ce que tu réécrives la fin. Les narcissiques ne sont pas des personnes manipulées en solo. Ils manipulent la réalité. Ils ne voient pas le monde tel qu'il est, mais comme il doit être pour maintenir leur pouvoir. Tout est un récit soigneusement conçu où ils sont les protagonistes indiscutables et les autres ne sont que des personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Ils ne cherchent pas des relations, ils cherchent un public. Ils n'établissent pas de liens, ils établissent des dominations. Ils n'aiment pas, ils contrôlent. Si tu as déjà été sous le contrôle d'un narcissique, tu sais exactement ce que c'est que de vivre dans une histoire que tu n'as pas écrite. Dans sa version des faits, c'est lui qui t'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait, qui t'a façonné, qui t'a rendu fort, qui t'a tout appris ce que tu es censé savoir. Mais surtout, dans son histoire, il a toujours été le héros incompris et toi l'ingrat qui n'a jamais su apprécier son sacrifice. Chaque fois que tu essayais de fixer des limites, chaque fois que tu voulais t'éloigner, il réécrivait les faits en sa faveur. Après tout ce qu'il a fait pour toi, c'est ainsi que tu le remerciais. Tout ce qu'il disait et faisait était pour ton bien. Si les choses allaient mal, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de toi, de ton manque de compréhension, de ta faiblesse, de ton égoïsme. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu finissais par être pris dans sa narration, doutant de tes propres décisions, te sentant coupable de quelque chose qui n'était même pas à toi. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas soudain, c'était un processus lent, presque imperceptible au début. Un jour, tu as cessé d'accepter ses paroles comme des vérités absolues. Tu as commencé à voir les schémas, à remarquer comment il tordait toujours la réalité en sa faveur. Et le plus important, tu as commencé à penser clairement. Le pouvoir du narcissique ne réside pas dans ce qu'il dit ou fait, mais dans ce qu'il réussit à te faire croire. Et quand tu arrêtes de croire en son histoire, quand tu regardes les choses objectivement, sans le filtre de sa manipulation, l'illusion se brise. Et c'est là que se produit la véritable défaite du narcissique. Il n'y a pas eu de cri, pas de dispute, pas de grande confrontation finale. Il n'y a eu que du silence. Indifférence, une perte absolue de pouvoir. Ces jeux ont cessé d'avoir un effet. Ces attaques émotionnelles se sont heurtées à un mur inébranlable. Ces tentatives de manipulation sont devenues risibles, parce que ce qui te tourmentait avant te semble maintenant pathétique. L'indifférence est le poignard le plus aiguisé que l'on peut planter dans un narcissique. Sans tes réactions, sans ton énergie, sans ton attention, son domaine s'évapore. Parce que toute son identité tourne autour d'une seule chose, le contrôle. Quand il le perd, il ne lui reste rien. Et ce vide est son pire châtiment. Mais voici le meilleur. Tu ne l'as même pas fait dans l'intention de le battre. Parce que la vraie victoire n'est pas de le voir tomber, mais de te voir toi-même plus fort, plus libre. Tu as cessé d'agir selon son scénario. Tu as cessé de te soucier de ce qu'il penserait, de la façon dont il réagirait. Tu as cessé de te justifier.
Tu as commencé à prendre des décisions sans demander la permission, sans avoir peur. Et puis, soudainement, l'histoire qu'il contrôlait n'avait plus de sens. Parce que tu n'étais pas le personnage qu'il croyait avoir construit. Tu n'étais pas la victime sans défense qu'il pouvait manipuler. Tu n'étais pas son reflet, son extension, sa marionnette. Tu avais déjà tourné cette page, mais lui est toujours là, coincé dans sa propre histoire, accroché à un pouvoir qu'il n'a plus, essayant de comprendre à quel moment il a perdu le contrôle. La réponse est simple, au moment où tu as cessé de le lui donner. 2. Tu pensais être son reflet jusqu'à ce que tu montres ta véritable lumière. Le narcissique ne cherche pas un partenaire, un ami ou un allié. Il cherche un miroir. Il ne veut pas quelqu'un avec des pensées propres, des désirs indépendants, une identité forte. Il veut une extension de lui-même, un reflet qui lui renvoie l'image parfaite qu'il s'est lui-même inventée. Il ne s'intéresse pas à qui tu es vraiment, il se soucie seulement que tu remplisses le rôle qu'il t'a attribué. Dès le début, tout a été conçu pour que tu te moules à son image. S'il te complimentait, c'était parce que tu respectais son récit. S'il te punissait avec indifférence, c'était parce que tu avais osé sortir du scénario. Peu importe combien tu t'efforçais, le script changeait toujours selon sa convenance. Avec le temps, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à te rétrécir. Tu as cessé d'exprimer des opinions fortes, de prendre des décisions sans peur, d'agir par instinct. Tu es devenu quelqu'un qui pesait chaque mot, chaque action, chaque émotion, pour ne pas déranger le narcissique. Et c'est là qu'il a perdu. Parce que personne ne peut vivre ainsi pour toujours. La nature humaine est faite pour s'élargir, pour grandir, pour évoluer. Et tôt ou tard, la lumière que tu avais cachée en toi a commencé à briller de nouveau. Ce n'était pas quelque chose de planifié, ce n'était pas une grande déclaration d'indépendance. C'était quelque chose de subtil, au début presque imperceptible. Peut-être que c'est toi qui as commencé à faire de petites choses sans le consulter. Tu as pris une décision sans attendre son approbation. Tu es allé quelque part sans le prévenir. Tu as donné ton opinion sans la modérer. Tu as ri de quelque chose sans vérifier s'il le trouvait drôle. Des détails insignifiants pour n'importe qui d'autre, mais une catastrophe pour un narcissique. Parce qu'il ne supportait pas de te voir agir sans demander la permission. Le narcissique a commencé à le remarquer. Au début, il a essayé de l'ignorer, comme si c'était quelque chose de passager. Ensuite, quand il s'est rendu compte que c'était réel, il a essayé de te faire reculer. Les jeux émotionnels sont revenus, les manipulations déguisées en préoccupation, les commentaires subtils conçus pour semer le doute dans ton esprit. Mais c'était déjà trop tard. Ce qui avait changé en toi était irréversible. Tu n'étais plus sur la même longueur d'onde. Ce qui te blessait avant, maintenant tu t'en fichais. Ce qui te faisait douter avant, maintenant te semblait ridicule. L'image déformée de toi-même qu'il avait construite n'avait plus aucun poids. Le deuxième signe de sa défaite a été son désespoir. Il a tout essayé. Il a essayé de te manipuler avec des flatteries, puis avec des menaces, puis avec de la culpabilité. Parce que le narcissique, quand il sent qu'il perd le contrôle, change de masque dans une tentative désespérée de reprendre le dessus. Mais cette fois, aucun masque n'a fonctionné. Parce que tu n'étais plus dans son jeu. Et voici la vérité qu'il n'admettra jamais. Tu n'as jamais été son reflet. Tu n'as jamais été une extension de son ego. Tu as toujours été toi-même, seulement il s'est chargé de t'aveugler, de te faire douter, de te faire oublier ta propre valeur. Mais maintenant tu te souviens, maintenant tu marches avec assurance, maintenant tu parles avec confiance, maintenant tes décisions ne sont plus filtrées par son approbation. Tu ne t'excuses plus pour exister, tu ne te plies plus à son contrôle, et il le sait. Il n'y a rien de plus dévastateur pour un narcissique que de voir quelqu'un qu'il croyait être à lui, quelqu'un qu'il a modelé à sa convenance, quelqu'un qu'il croyait avoir soumis, soudainement devenir une force impossible à contrôler. Tu n'as pas eu à te battre, tu n'as pas eu à crier, tu n'as pas eu à lui prouver quoi que ce soit. Tu as juste laissé ta lumière briller, et cela a suffi pour le rendre aveugle. 3. Tu vivais dans son ombre, maintenant tu brilles trop pour lui.
Certains liens ne sont pas construits avec amour ni respect, mais avec un déséquilibre de pouvoir. L'un grandit et l'autre rétrécit. L'un brille et l'autre se nourrit de cette lumière. Quelqu'un t'a convaincu petit à petit que tu devais occuper moins d'espace, que tu devais demander la permission d'exister, que c'était plus sûr d'être petit, silencieux, invisible. Ce n'était pas quelque chose d'immédiat. C'était un processus lent, presque imperceptible. Au début, tu étais libre. Tu avais tes propres pensées, ambitions, des idées qui te faisaient te sentir vivant. Mais avec le temps, chacune de ces choses a été mise en doute, minimisée ou ridiculisée. Les commentaires subtils déguisés en conseils, l'indifférence face à tes réussites, le sentiment que, si tu te démarquais trop, quelque chose de mauvais arriverait. C'est ainsi que les ombres deviennent une cage. Pas une que tu peux voir ou toucher, mais une qui habite dans l'esprit. Tu as arrêté de chercher la reconnaissance parce que, d'une certaine manière, tu as appris que c'était dangereux. Tu as appris à mesurer tes mots, à contrôler ton enthousiasme, à te faire petit dans ton propre monde. Et le pire, c'est que tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais personne ne peut vivre éteint pour toujours. Peut-être qu'il n'y a pas eu un grand moment de révélation, mais un réveil silencieux. Un jour, tu as fait quelque chose sans trop y penser, sans te demander si c'était bien ou mal. Parle avec confiance. Tu as donné une opinion sans censure. Tu as osé faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire. Ce n'était pas prévu, ça s'est juste passé. Et à cet instant, quelque chose en toi s'est rallumé. La réaction a été immédiate. D'abord l'incrédulité. Ensuite, les petites épreuves pour te faire reculer. Le commentaire sarcastique, la moquerie déguisée en blague, l'indifférence soudaine face à ton bonheur. Mais ce qui t'aurait fait douter avant te semblait maintenant sans importance. Tu ne t'es pas donné la peine de te justifier ni de chercher l'approbation. Pour la première fois, il n'y avait pas de peur. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'une fois que la lumière commence à grandir, l'ombre s'affaiblit. Peu importe combien ils essaient, ils ne peuvent pas te renfermer à nouveau dans un espace que tu as déjà dépassé. Le premier signe que quelque chose s'est brisé a été son inconfort. Tu ne réagissais plus comme avant, tu n'étais plus prévisible. Il essayait de te faire douter, mais ses mots ont perdu leur effet. Ce qui semblait sage avant sonnait maintenant comme une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Les ombres n'existent que lorsqu'il y a quelque chose pour les projeter. Mais maintenant, c'était toi qui éclairais la scène, et à chaque pas que tu faisais hors de son influence, l'obscurité perdait de sa force. Il n'y avait pas besoin de vengeance ni de confrontation. Tu n'as pas crié, tu n'as pas combattu, tu n'as pas cherché d'explication. Continue simplement d'avancer. Tu as pris l'espace qui a toujours été le tien, tu as rempli le vide que tu avais laissé dans ta propre vie. Et l'ironie, c'est que tu ne l'as pas fait pour prouver quoi que ce soit. Tu ne voulais pas le détruire ni lui faire voir son erreur. Ne cherche pas l'approbation ni la validation. Choisis simplement de briller. Tu as choisi d'être la version la plus forte de toi-même. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait plus te faire retourner à l'ombre, c'est là que tu l'as perdu de vue. Parce que ça n'avait plus d'importance. Parce qu'au final, ça n'a jamais été à propos de lui. C'était à propos de toi, de récupérer ce qui a toujours été à toi. Tu brilles trop maintenant. Et dans ce nouveau monde, l'ombre qui t'a autrefois retenu n'a plus sa place. 4. Tu n'as plus besoin d'un masque, parce que tu as perdu l'intérêt de voir son visage. La tromperie ne fonctionne que lorsqu'il y a quelqu'un prêt à y croire. Le masque n'a de pouvoir que lorsqu'il y a des yeux pour le regarder et accepter son déguisement. Pendant longtemps, tu as mis toute ton énergie à essayer de comprendre ce qui se cachait derrière. Tu voulais le comprendre, le justifier, trouver une logique à ses actes. Tu lui as donné le bénéfice du doute encore et encore. Tu as cherché des raisons là où il n'y avait que manipulation. Tu pensais que si tu voyais au-delà, si tu essayais plus fort, tu pourrais changer quelque chose. Mais la seule chose qui a changé, c'est ta capacité à te tromper toi-même. Au début, il y avait des moments de clarté, des instants fugaces où le masque glissait, laissant voir le vide derrière lui.
Peut-être étaient-ce de petits gestes, des mots sans filtre, une réaction disproportionnée, quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas à l'image qu'il projetait. Mais chaque fois que cela se produisait, tu choisissais de l'ignorer. Non pas parce que tu étais naïf, mais parce que tu n'étais pas prêt à accepter la vérité. Parce qu'une fois que tu vois ce qui se cache derrière, il n'y a pas de retour en arrière. Le moment où tout s'est brisé n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de grande révélation. Ce n'était pas une découverte repentie, c'était un processus lent, cumulatif, inévitable. Tu as commencé à réaliser que chaque sourire était calculé, chaque geste avait une intention, chaque mot cachait un but. Tu as compris que rien de ce qu'il disait ou faisait n'était authentique. Il n'y avait pas de personne réelle derrière le masque, juste un reflet de ce que les autres s'attendaient à voir. Et c'est là que l'illusion s'est effondrée. Non pas parce qu'il a cessé de jouer, mais parce que tu as cessé de regarder. Avant, tu étais obsédé par la recherche de sens dans chacun de ses actes. Maintenant, tu ne t'y intéresses plus. Tu ne ressens pas le besoin de l'analyser, de le justifier, de chercher des explications. Ce qui te retenait avant te semble maintenant prévisible. Toujours le même cycle, les mêmes stratégies, les mêmes tentatives de reprendre le contrôle. Mais ça ne marche plus. Parce que la tromperie n'a de pouvoir que lorsqu'il y a quelqu'un prêt à y participer, et tu décides de quitter le jeu. C'est cela qui le détruit vraiment. L'indifférence, le silence. Il n'y a pas de haine, pas de rancœur, pas de désir de vengeance. Juste du vide, juste la certitude que cela n'a plus d'importance. La grande peur de quelqu'un comme lui est révélée. Ce n'est pas que quelqu'un découvre sa vérité, c'est que tu cesses de prêter attention. C'est que son existence cesse de t'affecter. C'est que le jour arrive où son masque tombe et que tu ne prends même pas la peine de regarder. Et ce jour est arrivé. Il continue à jouer. Il continue à tester les mêmes tactiques. Il continue à reprendre le pouvoir. Mais il n'y a pas de réponse, pas de réaction, pas d'impact. Le spectacle est terminé et le public est parti. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de mots finaux ni de confrontations épiques. Tu n'as rien fait pour le démasquer. Tu l'as juste laissé se montrer. Et à ce moment-là, le masque a perdu sa raison d'être, parce qu'il n'y avait plus personne pour le rendre réel. 5. Son contrôle s'effondre. Et toi, tu ne bronches pas. Le contrôle ne s'impose jamais d'un coup. Il s'installe en silence, pas à pas, avec des gestes si subtils qu'ils semblent inoffensifs. Une critique déguisée en conseil, un geste de désapprobation lorsque tu exprimais quelque chose qui ne lui convenait pas, une louange lorsque tu te comportais comme il le souhaitait. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à ajuster ton comportement pour éviter les problèmes. Tu pesais tes mots, tu réfléchissais à 2 fois avant d'agir, tu reculais lorsque tu sentais que quelque chose pourrait le déranger. Ce n'était pas un ordre direct, ça ne l'est jamais. C'est un conditionnement lent, une domestication déguisée en amour, amitié ou autorité. Il t'a fait croire que penser par toi-même pouvait avoir des conséquences, que prendre des décisions sans le consulter était risqué, que si tu voulais la paix, tu devais céder. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, son influence est devenue une ombre qui enveloppait tout. Les personnes sous contrôle ne semblent pas toujours enchaînées. Il n'est pas nécessaire d'enfermer quelqu'un lorsqu'on le convainc qu'il n'y a rien en dehors de la cage. Et toi, à un moment donné, tu as cru que cette cage était normale. Tu as cru que ses exigences étaient raisonnables, que son mauvais caractère était de ta faute, que ses règles étaient pour ton bien. Tu as accepté le contrôle comme une partie de la dynamique, comme quelque chose qui ne pouvait pas être discuté. Mais tout système de domination a un point faible. Son pouvoir n'est pas réel, il dépend d'une seule chose, que tu y crois. Et un jour, sans préavis, sans même le planifier, tu as arrêté de le faire. Il n'y a pas eu de grand acte de rébellion, pas de déclaration d'indépendance. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Un jour, son opinion a cessé d'être la seule qui comptait. L'une de ses règles a cessé d'avoir un sens. L'une de ses manipulations, auparavant invisible, est devenue évidente. Et à ce moment-là, le contrôle a commencé à s'effondrer.
Tu ne l'as pas affronté avec colère, tu n'as pas crié, tu n'as pas essayé de le convaincre de quoi que ce soit. Tu as simplement commencé à agir de ton propre chef. Peut-être était-ce une décision prise sans le consulter. Peut-être était-ce un geste d'indifférence où auparavant tu aurais essayé de te justifier. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, as-tu fait quelque chose simplement parce que tu le voulais, sans craindre sa réaction. Au début, il ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une erreur, un dérapage, quelque chose qu'il pouvait corriger. Il a essayé les mêmes tactiques qui avaient toujours fonctionné. Il a essayé de te faire sentir coupable, il a essayé de te provoquer, il a essayé de réécrire l'histoire pour que tu te sentes coupable. Mais cette fois, rien de tout cela n'a fonctionné. Ce n'était pas que tu te battais, ce n'était pas que tu voulais lui faire du mal. Simplement, son influence n'avait plus d'effet. Les mots qui auparavant t'auraient détruit te semblaient maintenant vides. Les jeux mentaux qui auparavant te confondaient étaient maintenant si évidents qu'ils en devenaient ridicules. Ce qui auparavant te faisait douter te faisait maintenant rire. Et c'est là que tout s'est brisé. Car un manipulateur sans contrôle n'est rien. Son pouvoir reposait sur l'idée que tu avais besoin de lui, que ses mots avaient du poids, que sa présence dans ta vie était essentielle. Mais la réalité est devenue indéniable. Tu n'avais pas besoin de lui. Tu n'en as jamais eu besoin. Il n'y a pas eu de grande bataille finale. Il n'y a pas eu de confrontation épique. Il n'y a pas eu de clôture avec des discours mémorables. Il n'y a eu que du silence. Il criait dans sa tête, cherchant n'importe quelle façon de récupérer son pouvoir. Mais toi, tu continues simplement d'avancer. C'était le coup le plus dévastateur. Pas que tu l'aies démasqué, pas que tu l'aies exposé, pas que tu l'aies détruit, mais que tu l'aies laissé derrière toi sans regarder en arrière, comme s'il n'avait jamais été si important, comme si son contrôle, qui semblait autrefois absolu, n'avait jamais été réel, et cette vérité lui pèse plus que tout autre. 6. Ton silence le fait crier à l'intérieur. Le bruit est tout pour lui. Son pouvoir ne se mesure pas en force, il se mesure en réaction. Chaque mot que tu lui adresses, chaque explication que tu lui donnes, chaque fois que tu essaies de te défendre ou de te justifier, alimente son contrôle. Pour quelqu'un comme lui, la pire punition n'est pas la haine ni la confrontation. C'est le vide. Mais pendant longtemps, jouer cette carte semblait impossible. Le silence n'était pas une option. Quand il t'attaquait avec des mots déguisés en préoccupation, tu répondais par des explications. Quand il te blâmait pour ses problèmes, tu essayais de raisonner. Quand il manipulait la situation, tu cherchais à la clarifier. Tu croyais que si tu trouvais les mots justes, si tu disais les choses de la bonne manière, si tu arrivais à te faire comprendre, tout changerait. Mais cela n'a jamais été le cas. Cela n'allait jamais être le cas. Parce qu'il ne s'agissait pas de comprendre, il s'agissait de contrôler, de te garder dans son jeu, de te faire sentir que tu lui devais quelque chose, qu'il y avait un fil invisible qui te liait à lui, que peu importe combien tu essayais de t'éloigner, tu devrais toujours répondre, mais tout a changé quand tu as compris qu'il n'y avait rien à expliquer. Le jour où tu as arrêté de te justifier, où ces provocations ont cessé de te causer de l'anxiété, où ces demandes d'attention ont rencontré un mur d'indifférence, le jeu s'est terminé. Sa domination n'a pas chuté avec des cris, ni avec des menaces, ni avec une confrontation finale, mais avec le silence le plus pur et le plus impénétrable. Et c'est là que le désespoir le consume, parce que chaque fois qu'il te manipulait, chaque fois qu'il tordait la réalité, chaque fois qu'il déformait les faits, il obtenait toujours ce qu'il cherchait, une réaction. Mais maintenant, la réponse n'arrive pas, et il ne peut pas le supporter. Il ne comprend pas comment quelqu'un qui était si facile à manipuler ne montre maintenant plus le moindre intérêt. Au début, il essaie de jouer avec l'évident. Il utilise la culpabilité, il utilise la nostalgie, il utilise les souvenirs qui t'ont fait douter à un moment donné. Quand cela échoue, il recourt à l'agression, à la moquerie, aux provocations conçues pour te faire exploser. Et quand rien de tout cela ne fonctionne, il reste seul. Parce que sans ta réponse, sans ton énergie, sans ton attention, il ne lui reste rien. C'est l'ironie.
Il a toujours cru que son pouvoir résidait dans ses mots, dans son charisme, dans sa capacité à manipuler. Mais la vérité est que son pouvoir n'existait que parce que tu le permettais. Le silence le laisse nu face à sa propre réalité. Il n'y a plus personne pour le nourrir, personne pour lui renvoyer son reflet, personne pour soutenir l'histoire qu'il a construite pour lui-même, et cela le détruit de l'intérieur. Mais le meilleur de tout, c'est que tu ne le fais plus pour lui. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une tentative de le faire payer pour tout le mal qu'il a fait. C'est simplement que tu n'as plus rien à dire, parce que la vérité n'a pas besoin d'explication. Parce que la paix n'a pas besoin de témoins, parce que le silence n'est pas une tactique, c'est le résultat de l'avoir complètement surmonté. Et ça, c'est ce qui lui fait le plus mal. 7. Tu n'as pas crié, tu n'as pas combattu, et pourtant tu l'as vaincu. Les films nous apprennent que les grandes batailles sont gagnées avec des discours percutants, avec un dernier affrontement où le héros vainc le méchant avec une vérité écrasante. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Dans la vie réelle, les défaites les plus dévastatrices ne viennent pas avec des cris ni avec la guerre. Elles viennent avec le silence absolu de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant longtemps, tu as cru que pour te libérer, tu avais besoin d'une confrontation. Tu pensais qu'il y avait quelque chose que tu devais dire, une vérité que tu devais crier, un combat final que tu devais gagner pour fermer le cycle. Tu as passé des nuits à imaginer ce que tu dirais, à répéter les mots qui finiraient par le faire comprendre, qui le feraient se repentir, qui le feraient ressentir au moins une fraction de ce qu'il t'a fait subir. Mais chaque fois que tu as essayé, tu t'es rendu compte de la même chose. Cela ne servait à rien. Il n'était pas intéressé par la vérité. Il ne l'a jamais été. Il ne se souciait pas de te comprendre, de t'écouter, d'arriver à un point médian. Chaque mot que tu lui adressais, chaque effort pour raisonner avec lui, n'était qu'une autre occasion pour lui de s'impliquer dans son jeu. Peu importe si tu étais en colère, si tu étais pressé, si tu étais blessé. La seule chose qui comptait pour lui, c'est que tu étais toujours là. Parce que tant que tu réagissais, tant que tu ressentais le besoin de t'expliquer, de le convaincre, de lui faire voir ce qu'il a fait, il avait encore le contrôle. Mais un jour, quelque chose de différent s'est produit. Il n'y a pas eu de grande décision, il n'y a pas eu de moment de révélation dramatique. Simplement, quelque chose en toi s'est brisé, d'une manière qui ne pouvait plus être réparée. Tu as arrêté de chercher des réponses. Tu as arrêté d'attendre une conclusion. Tu as arrêté d'avoir besoin qu'il comprenne quoi que ce soit. Et c'est là que tout a changé. Le premier signe que quelque chose échappait à son contrôle a été le vide. Il a essayé de te provoquer avec les mêmes stratégies que d'habitude, mais cette fois, tu n'as pas mordu à l'hameçon. Il a lancé des commentaires conçus pour te faire réagir, mais il ne t'affectait plus. Il a essayé de t'entraîner dans la même vieille discussion, mais tu n'es pas entré dans son labyrinthe. Au début, j'ai pensé que c'était une phase, que tu attendais le bon moment pour exploser, pour retomber dans le même cycle. Mais quand les jours ont passé, quand il a vu que tu n'étais vraiment plus là, quand il a senti que son influence sur toi s'estompait, le désespoir a commencé à se faire sentir dans sa voix, dans ses actions, dans son attitude. Parce qu'il n'a jamais pensé que la guerre se terminerait ainsi. Il n'y a pas eu de victoire bruyante, il n'y a pas eu de coup final, il n'y a pas eu de dernier mot pour sceller sa défaite. Ce qu'il y a eu, c'était quelque chose de bien pire. Un jour, tu t'es réveillé et tu ne pensais plus à lui. Un jour, tu as fait quelque chose juste pour toi, sans te souvenir de sa réaction. Un jour, tu as réalisé que le poids sur ta poitrine n'était plus là. Et c'est là que l'histoire a changé. Parce qu'il avait cru que tu serais toujours pris au piège, que son ombre te suivrait toujours, que sa voix serait toujours dans ta tête. Mais sans haine, sans revanche, sans même essayer, tu l'as effacé de ton histoire. Non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as cessé de t'en soucier. Non pas parce que tu l'as pardonné, mais parce que tu as compris que la plus grande vengeance était de ne plus jamais porter son existence. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu l'as fait.
Et cela la détruit plus que n'importe quel combat, plus que n'importe quel cri, plus que n'importe quel coup. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de le battre, il s'agissait de gagner ta liberté. Et sans faire de bruit, sans lui donner d'explication, sans chercher la justice, tu as réussi. 8. Le marionnettiste a perdu ses fils et son pouvoir. Le contrôle ne s'impose pas avec des chaînes visibles. Tu n'as pas besoin de barreaux de fer pour garder quelqu'un emprisonné lorsque les fils invisibles de la manipulation sont suffisamment forts. Il te tenait avec la culpabilité, avec le doute, avec la peur de le perdre. Il manipulait les fils avec précision. Un éloge au bon moment, une punition déguisée en indifférence, un sourire qui te faisait oublier la dernière blessure. Et ainsi, sans que tu t'en rendes compte, tu es devenu sa marionnette. Au début, tu ne l'as même pas remis en question. Tu pensais que c'était normal. Tu pensais que le problème venait de toi, que tu exagérais peut-être, que si tu étais simplement plus patient, plus compréhensif, plus fort, les choses seraient différentes. Tu as accepté les règles du jeu sans savoir qu'elles étaient conçues pour que tu ne gagnes jamais. Mais quelque chose a changé. Ce n'était pas une grande révélation, ce n'était pas un moment de colère. C'était plutôt une fatigue, une lassitude profonde de toujours vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Tu as commencé à voir les schémas, à remarquer que chacune de ces actions avait un but, que chaque mot était calculé pour te garder emprisonné. Et quand tu l'as vu clairement, quelque chose en toi s'est brisé. Les marionnettes ne fonctionnent que tant qu'elles acceptent les fils qui les soutiennent. Le premier signe de sa défaite n'était pas le conflit, ce n'était pas une dispute explosive. C'était le silence, c'était le calme avec lequel tu as commencé à agir sans demander la permission. C'était la façon dont tu as pris une décision sans te demander ce que tu dirais. C'était le moment où tu as fait quelque chose pour toi-même, sans le poids de son ombre sur tes épaules. Au début, il ne l'a pas compris. Il pensait que c'était une phase, que tu pourrais t'éloigner un peu, mais que tôt ou tard tu reviendrais. Il a essayé de tirer sur les fils, d'essayer les mêmes tactiques qui avaient toujours fonctionné. Il t'a fait sentir coupable, il t'a fait douter, il a essayé de te rappeler le rôle que tu avais joué tout ce temps. Mais les fils n'étaient plus là. Il n'y a pas eu de résistance parce qu'il n'y en avait pas besoin. Tu n'as pas combattu parce qu'il n'y avait rien à défendre. Tu as simplement continué, avec une liberté si silencieuse, si naturelle, qu'il n'a même pas réalisé que son pouvoir s'était évaporé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et puis est venu le vide. Parce que quelqu'un qui se définit par le contrôle ne sait pas qui il est sans lui. Son identité dépend de la manipulation des autres, de se sentir nécessaire, d'avoir quelqu'un qui réagit à ses provocations. Mais lorsque les fils disparaissent, lorsque la marionnette se lève d'elle-même et s'éloigne sans regarder en arrière, le marionnettiste ne perd pas seulement son domaine, il perd son but. Tu n'as pas besoin de lui arracher les fils des mains. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rester pour le voir s'effondrer. Seulement toi vois que tu le lâches. Et à ce moment-là, sans faire de bruit, sans cri, sans vengeance, tu l'as détruit. Parce que sans ses fils, sans son théâtre, sans son public, tout ce qui reste est un homme tenant des cordes vides. L'amour est un champ de bataille déguisé en poésie. Tout au long de l'histoire, les relations ont été un jeu de pouvoir, de contrôle, de désir. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais de stratégies qui, bien appliquées, peuvent transformer l'affection en obsession et l'admiration en dépendance. Il y a des gens qui comprennent cela à la perfection. Ils n'aiment pas, ils possèdent, ils ne se connectent pas, ils attachent. Ils utilisent l'incertitude, la jalousie et le renforcement intermittent comme des armes. Ils créent un mirage d'amour, quelque chose qui semble réel, mais qui au fond n'est qu'un labyrinthe conçu pour que l'autre personne ne trouve jamais la sortie. C'est la base de la psychologie sombre dans les relations. Un ensemble de techniques qui exploitent le besoin humain d'attachement et de validation pour transformer quelqu'un en prisonnier de son propre désir. Cela fonctionne parce que l'être humain est programmé pour vouloir ce qu'il ne peut pas avoir.
pour s'accrocher au moindre signe d'espoir lorsque l'abandon semble imminent. Mais il y a une vérité inconfortable que peu sont prêts à accepter. Dépendre émotionnellement de quelqu'un, c'est perdre le contrôle de soi-même. L'obsession n'est pas de l'amour, c'est une forme d'esclavage. Et personne qui valorise sa dignité ne devrait se contenter d'être prisonnier de ses propres peurs. La véritable force ne réside pas dans la soumission ni dans le fait d'être soumise. Elle réside dans l'autosuffisance émotionnelle, dans la maîtrise de soi, dans la capacité de marcher sans béquilles émotionnelles. C'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie qui a démontré que la seule façon d'être véritablement libre est de briser les chaînes de la dépendance. Cette vidéo n'est pas destinée à ceux qui cherchent à manipuler, mais à ceux qui veulent voir la réalité sans filtre et apprendre à se défendre. Parce que dans un monde où les émotions sont des armes, seuls ceux qui savent se contrôler peuvent éviter d'être contrôlés. 1. La présence fantôme. La manipulation ne vient pas toujours sous forme de mots ou d'actions directes. Parfois, l'arme la plus puissante est l'absence calculée. La présence fantôme est une technique psychologique conçue pour laisser une empreinte émotionnelle si profonde dans l'esprit de quelqu'un que, même lorsque la personne manipulatrice disparaît, elle reste présente. C'est une méthode brutalement efficace pour générer une dépendance émotionnelle, une obsession et une insécurité. Elle fonctionne de la manière suivante. D'abord, des expériences à fort impact émotionnel sont créées. Des moments d'intensité extrême qui ne peuvent pas passer inaperçus. Des connexions profondes, des promesses implicites, une affection inhabituelle ou même une intimité qui rompt avec l'ordinaire. Et juste au moment où l'autre personne baisse sa garde, quand elle commence à faire confiance, la personne manipulatrice disparaît sans explication. Elle ne bloque pas, elle ne coupe pas le contact de manière définitive. Elle se contente de s'évanouir suffisamment pour que l'autre personne commence à chercher des réponses. C'est ici que l'effet réel de la manipulation entre en jeu. L'esprit humain déteste les vides. Ce qui n'a pas de fin claire devient une énigme que le cerveau ne peut pas s'empêcher d'essayer de résoudre. La victime commence à repasser les conversations, à analyser chaque geste, chaque mot, se demande ce qu'elle a fait de mal, devient obsédée. Parce qu'il n'y a pas de fin concrète, le lien reste vivant dans sa tête, grandissant comme une idée sans résolution. C'est le principe de base du renforcement intermittent, une tactique bien documentée en psychologie sombre. En donnant à quelqu'un des morceaux d'attention et d'affection à des moments clés, puis en les retirant de manière inattendue, on crée un état d'anxiété qui fait que la victime valorise encore plus ce qu'elle reçoit. C'est un cercle vicieux où l'incertitude maintient le contrôle. Mais il n'y a pas de manipulation sans un complice. Et ce complice est l'esprit même de la personne affectée. C'est ici que la philosophie stoïcienne brise ce schéma de dépendance émotionnelle. Les stoïciens enseignaient que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur nous, à moins que nous ne lui donnions la permission. Si quelqu'un disparaît, le problème n'est pas son absence, mais la signification que tu lui donnes. Si tu continues à attendre des réponses, tu continues à nourrir le piège. L'absence n'est pas un mystère à résoudre, c'est une coupure que tu dois accepter. Briser cette technique est un acte de force mentale. Cela signifie reprendre le contrôle de ta propre perception. Ne pas chercher d'explication, ne pas laisser l'anxiété dicter tes actions, ne pas laisser le souvenir de quelqu'un qui n'est pas là interférer avec ton présent. Parce que la vérité est simple. Si quelqu'un joue avec ton esprit, c'est parce qu'il t'a identifié comme une cible facile. La seule façon de gagner ce jeu est de ne pas y jouer. Le piège de la nostalgie projetée. La mémoire n'est pas un reflet exact du passé, c'est une construction déformée par les émotions. Elle est sélective, fragmentée et souvent trompeuse. Elle nous fait nous souvenir de ce que nous voulons nous souvenir et oublier ce qui nous convient d'oublier. Et celui qui comprend cela peut transformer les souvenirs en une arme de manipulation. Le piège de la nostalgie.
Projeter est une technique conçue pour amener quelqu'un à idéaliser une relation passée au point de devenir obsédé par sa récupération. Elle fonctionne parce que l'esprit ne se souvient pas des événements tels qu'ils se sont réellement produits, mais tels qu'il veut s'en souvenir. C'est un filtre émotionnel qui non seulement déforme la réalité, mais la réécrit. Lorsque la personne manipulatrice disparaît ou s'éloigne, elle laisse des traces soigneusement sélectionnées. Souvenirs de moments intenses, expériences émotionnelles marquées par l'adrénaline, la connexion ou la passion. Tout cela devient des ancres mentales qui maintiennent l'autre personne piégée dans un cycle de nostalgie constante. Mais pendant que ces traces restent gravées, les aspects négatifs, les disputes, les déceptions, le manque de réciprocité sont minimisés ou, dans de nombreux cas, complètement effacés. Ce processus n'est pas un hasard, il est intentionnel. On manipule le souvenir de l'autre personne pour que, avec le temps, elle ne s'accroche qu'au bon et oublie le mauvais. L'esprit élimine les aspérités et ne laisse que la version la plus douce du passé. C'est pourquoi, à la fin, la seule chose qui reste est le sentiment d'avoir perdu quelque chose de parfait, quelque chose qui n'aurait jamais dû disparaître. Mais ce n'est qu'une illusion, un piège psychologique qui pousse l'autre personne à poursuivre quelque chose qui n'a jamais réellement existé de la manière dont elle s'en souvient. Il ne s'agit pas de récupérer la personne, mais la version falsifiée que la nostalgie a construite. Un idéal impossible à atteindre. C'est ici que naît la véritable dépendance émotionnelle, non pas envers la personne, mais envers le souvenir. La victime reste dans un état d'attente, d'espoir, de conviction que si elle fait ce qui est juste, si elle fait assez d'efforts, elle peut ramener ce passé glorifié. Mais cet espoir n'est qu'une corde autour du cou, une corde que chacun continue à serrer chaque fois qu'il refuse de voir la réalité telle qu'elle est. C'est un jeu dangereux, car il transforme la personne affectée en son propre bourreau. Ce n'est pas la personne manipulatrice qui la maintient attachée, mais son propre esprit. Elle continue à nourrir le souvenir comme s'il était réel, comme si cette relation idyllique pouvait encore être récupérée. Et plus le temps passe, plus l'obsession devient forte. L'attachement à ce qui n'existe plus devient une prison émotionnelle qui empêche d'avancer. C'est ici que la perspective stoïcienne entre en jeu. La philosophie stoïcienne ne laisse pas de place à la nostalgie paralysante. Ce qui a été n'est plus, et ce qui n'est pas n'a pas de pouvoir sur toi. Les stoïciens comprenaient que l'attachement au passé est une forme d'esclavage. Rester coincé dans des souvenirs embellis, c'est vivre dans une illusion, une fantaisie qui empêche de voir la vérité. La vie se passe dans le présent, pas dans la mémoire. Peu importe à quel point un souvenir semble beau, il n'est pas réel. Ce n'est qu'une version modifiée, un mirage créé par des émotions, des désirs et des peurs. Pour briser cette technique de manipulation, il faut détruire l'image déformée du passé. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de se souvenir clairement, voir les choses telles qu'elles étaient réellement, sans le filtre de la nostalgie, reconnaître le bon comme le mauvais. Comprendre que, si quelque chose a pris fin, c'était pour une raison. On ne peut pas avancer en regardant toujours en arrière. On ne peut pas construire un avenir en portant le poids d'une histoire incomplète. Le passé n'a de pouvoir que sur celui qui le lui accorde. Le véritable contrôle n'est pas dans l'attachement, mais dans le lâcher-prise. Pas dans la réécriture de l'histoire, mais dans l'acceptation qu'elle est terminée. La liberté n'est pas dans la tentative de récupérer ce qui a été perdu, mais dans la prise de conscience que cela n'a jamais vraiment été à toi. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête de poursuivre des fantômes. Le passé n'est pas ta maison. Le présent est le seul endroit où tu as du pouvoir. 3. L'anomalie du lien exclusif. Depuis notre naissance, on nous conditionne à croire qu'il existe des connexions uniques, des liens irrépétables, des personnes destinées à occuper une place dans notre vie que personne d'autre ne pourra combler. C'est une idée romantique, mais dans le monde de la manipulation émotionnelle, cette croyance est une arme.
L'anomalie du lien exclusif est une technique conçue pour convaincre quelqu'un qu'une personne en particulier est irremplaçable. Elle fonctionne parce qu'elle joue avec l'instinct humain d'attachement et la peur de la perte. La manipulation commence de manière subtile. D'abord, la personne manipulatrice crée une connexion intense, un lien qui semble différent de tous les autres. Elle devient un refuge émotionnel, la seule personne qui semble vraiment comprendre. Une bulle d'intimité est créée où le reste du monde devient insignifiant. Ensuite, l'exclusivité émotionnelle est introduite. L'idée que cette relation est unique, qu'elle ne pourra jamais être reproduite, que personne d'autre ne comprendra de la même manière est renforcée. L'autre personne commence à y croire, convaincue que cette connexion est irremplaçable, qu'aucune autre relation n'aura la même signification. Mais le véritable coup arrive lorsque la personne manipulatrice menace de partir, que ce soit par des mots, par la distance ou par une indifférence calculée. À ce moment-là, l'autre personne entre en état de panique émotionnelle. Il ne s'agit plus seulement de perdre quelqu'un d'important, mais de perdre la seule personne qui, selon son esprit, peut lui offrir ce niveau de connexion. Le résultat est une dépendance extrême, une obsession qui pousse la victime à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la déconnexion. La croyance qu'elle ne trouvera jamais rien de semblable la pousse à tolérer l'intolérable, à accepter des miettes émotionnelles, à poursuivre constamment quelque chose qui n'existe que dans sa perception, et plus elle s'accroche, plus elle donne de pouvoir. La vérité est qu'il n'y a pas de lien irremplaçable. Cette idée est un hameçon psychologique qui ne fonctionne que si l'autre personne y croit. Ce n'est pas la relation en soi qui génère l'obsession, mais le récit qui a été construit autour d'elle. Tout ce qui semble irremplaçable l'est jusqu'à ce qu'on cesse de le voir avec les yeux de la dépendance. Les stoïciens l'ont compris, qui ont toujours parlé du piège de l'attachement. S'attacher à quelque chose nous rend prisonniers de celui-ci, et dépendre de quelqu'un pour se sentir complet est l'une des formes les plus dangereuses d'autodestruction. Tout lien qui peut être manipulé, qui peut être utilisé comme une menace, qui cause de l'anxiété et la peur de la perte, n'est pas de l'amour. C'est une cage déguisée en connexion. Rompre ce type de manipulation nécessite de comprendre une vérité inconfortable. Personne n'est indispensable. Il n'y a pas une seule personne dans le monde avec qui vous pouvez ressentir quelque chose de profond. Ce qui semble unique aujourd'hui devient un souvenir demain. Tout ce qui semble maintenant impossible à remplacer se dissout lorsque l'esprit cesse de nourrir l'idée qu'il n'y a qu'une seule option. Lorsque l'attachement est coupé et que l'on cesse de voir quelqu'un comme une bouée de sauvetage émotionnel, l'obsession perd son pouvoir. Ce n'est pas facile, car le cerveau est conditionné pour s'accrocher à ce qui nous a fait nous sentir spéciaux. Mais c'est juste un autre piège. Tout ce que quelqu'un d'autre peut vous donner, vous pouvez le trouver en vous ou dans d'autres connexions. La différence réside dans le fait de cesser d'idéaliser, de cesser de donner à une personne une place que personne ne devrait avoir dans votre esprit. La véritable force réside dans l'autosuffisance. Comprendre que le bonheur ne vient pas d'une relation, mais de la capacité à avancer sans en dépendre. La seule façon de se libérer de l'anomalie du lien exclusif est de cesser de nourrir l'idée qu'un seul lien définit votre vie. Lorsque vous réalisez que tout ce que vous avez perdu n'était pas aussi irremplaçable que vous le pensiez, vous reprenez le contrôle. Et au moment où vous reprenez le contrôle, vous cessez d'être manipulable. 4. Le reflet de l'intimité miroir. L'obsession ne naît pas toujours du désir. Parfois, elle émerge de l'illusion d'avoir trouvé quelque chose d'unique, quelque chose d'impossible à répéter. L'une des techniques les plus dangereuses pour semer une obsession psychologique est de faire en sorte que quelqu'un se sente comme s'il avait trouvé son reflet parfait, une personne qui le comprend à un niveau que personne d'autre ne pourrait. Non pas par coïncidence, mais par conception. Le reflet de l'intimité miroir est une stratégie de manipulation basée sur le calcul.
Elle fonctionne en faisant en sorte que la personne manipulatrice reflète les désirs, les valeurs et les insécurités de l'autre personne, lui faisant croire qu'ils sont connectés de manière spéciale, unique, irremplaçable. Ce n'est pas une relation basée sur l'authenticité, mais sur la simulation d'une compatibilité absolue. Dès le premier contact, la personne manipulatrice écoute attentivement, non pas pour connaître véritablement, mais pour recueillir des informations. Elle observe chaque mot, chaque désir, chaque peur et se façonne pour coïncider avec eux. Si l'autre personne dit qu'elle valorise la loyauté, la personne manipulatrice se présente comme l'être le plus loyal du monde. Si elle parle de ses traumatismes, l'autre personne assure avoir vécu exactement la même chose. Si elle exprime un rêve, l'autre personne jure de le partager. Ce processus crée un lien instantané, une sensation de compréhension profonde qui fait que l'autre personne baisse toutes ses défenses. L'esprit humain est programmé pour chercher l'affinité, pour graviter vers ceux qui semblent partager sa vision du monde. Quand quelqu'un sent qu'il a trouvé son reflet parfait, la peur de le perdre se transforme en terreur. C'est ici que l'obsession prend racine. L'autre personne commence à idéaliser la relation, convaincue qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle ne vivra plus jamais. C'est la clé de la manipulation. Faire en sorte que la personne manipulée soit convaincue que cette connexion est unique et irremplaçable, que personne d'autre ne pourra combler ce vide de la même manière. Et quand cette idée s'installe dans l'esprit, la dépendance émotionnelle devient absolue. Mais le véritable coup arrive lorsque la personne manipulatrice commence à se retirer, à changer, à montrer une facette différente. Elle cesse de refléter l'image parfaite qu'elle projetait, génère de la confusion, devient imprévisible. L'autre personne entre dans un état de désespoir, croyant qu'elle a fait quelque chose de mal, qu'elle doit s'efforcer davantage pour retrouver cette connexion parfaite. Et c'est ainsi que commence le cycle de l'obsession. L'esprit reste piégé dans le besoin de revenir à ce qui a été. Chaque petit geste de validation devient une dose de dopamine et chaque retrait génère une anxiété extrême. Ce renforcement intermittent transforme le lien en une addiction. L'autre personne ne cherche plus l'amour, elle cherche le soulagement, elle cherche cette sensation de connexion qui lui est maintenant refusée. Et plus elle la cherche, plus elle reste piégée. Mais c'est ici que le stoïcisme intervient pour briser le piège. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le seul maître de ses émotions et que l'attachement est l'une des formes d'esclavage les plus dangereuses. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur nous à moins que nous lui donnions la permission. L'illusion d'une connexion parfaite n'est rien de plus que cela, une illusion. Le seul chemin pour se libérer est de détruire l'image idéalisée qui s'est installée dans l'esprit. Voir la manipulation pour ce qu'elle est vraiment. Personne n'est votre reflet, personne ne peut vous compléter. Ce que quelqu'un a reflété en vous n'était qu'une stratégie pour vous piéger. Accepter cette vérité est douloureux, mais c'est la seule façon de briser l'obsession. Rien de ce que vous croyiez avoir n'était réel, ce n'était qu'un reflet conçu pour vous piéger. Et quand vous comprenez cela, le contrôle revient à vous. La manipulation perd son effet et le miroir se brise enfin. 5. La fausse réciprocité. L'obsession ne naît pas toujours de l'absence ou de l'incertitude. Parfois, l'arme la plus mortelle de la manipulation est l'illusion d'équilibre, la croyance que les deux parties ressentent la même chose, qu'il y a une connexion authentique ou, en réalité, il n'y a qu'une stratégie de contrôle. La fausse réciprocité est une technique conçue pour faire croire à quelqu'un qu'il est dans une relation d'égalité émotionnelle, alors qu'en réalité, la balance n'a jamais été équilibrée. Elle fonctionne parce qu'elle joue avec la tendance humaine à valoriser ce qui semble rare, à s'accrocher à ce qui est donné en petites doses, même si ces doses sont insuffisantes. La manipulation commence par une phase de don total. Au début, la personne manipulatrice se montre totalement engagée. Elle s'implique émotionnellement, fait preuve d'affection, d'attention et d'intérêt. Il n'y a pas de signe d'égoïsme. Tout semble mutuel, naturel, juste.
L'autre personne se sent dans une relation équilibrée, où ce qu'elle donne est rendu avec la même intensité. Mais cette harmonie n'est pas réelle, c'est un piège. Dès que la personne affectée est convaincue de la connexion, de la réciprocité du lien, l'autre partie commence à se retirer. L'attention devient intermittente. L'affection qui était constante devient sporadique, imprévisible. L'incertitude s'installe. Et c'est à ce moment que l'obsession commence à se former. Le cerveau humain déteste la perte. Une fois que quelqu'un a goûté à la sensation de sécurité émotionnelle, l'absence de cette sécurité crée un vide insupportable. L'autre personne ne comprend pas ce qui a changé, pourquoi elle ne reçoit plus la même chose, pourquoi la connexion qui semblait forte est maintenant fragile. Alors elle commence à en faire plus. Plus d'efforts, plus de dons, plus de patience. Elle veut récupérer ce qu'elle avait sans réaliser que ce qu'elle avait n'était jamais réel. C'est là qu'intervient le renforcement intermittent, une technique psychologique utilisée pour générer une dépendance émotionnelle. Parfois, la personne manipulatrice revient avec une marque d'affection, un mot, un geste, un peu de l'attention qu'elle donnait constamment auparavant, juste assez pour que l'autre personne s'accroche à nouveau. Et puis à nouveau, elle se retire. La personne affectée attend la prochaine dose. Elle est convaincue que si elle continue à essayer, si elle fait un peu plus d'efforts, la relation redeviendra comme avant. Mais cela n'arrive jamais. Ce cycle est ce qui fait de la fausse réciprocité une arme parfaite de manipulation. Ce n'est pas un rejet total, car un rejet absolu serait facile à accepter. C'est une porte entr'ouverte, une promesse implicite, un peut-être constant qui maintient l'autre personne piégée. Elle est obsédée par la récupération de quelque chose qui, en réalité, n'a jamais été à elle. Et plus elle poursuit la réciprocité perdue, plus elle est piégée. C'est là qu'intervient le stoïcisme avec une leçon brutale. Ce qui n'est pas constant n'est pas réel. Les stoïciens ne s'accrochaient pas à ce qui était incertain. Si quelque chose est donné à moitié, il ne mérite pas d'être poursuivi. Il n'y a pas de plus grande perte de temps que d'essayer d'équilibrer une relation dans laquelle l'une des parties a le contrôle absolu. La personne qui donne quand elle veut et retire quand cela lui convient n'offre pas d'amour, elle manipule. Pour briser cette technique, il faut comprendre que la réciprocité ne se demande pas, elle ne se négocie pas. Elle est donnée ou elle ne l'est pas. Ce qui doit être poursuivi n'a jamais été réel. Peu importe combien quelqu'un a donné au début, s'il dose maintenant sa présence, son intérêt et son affection, c'est parce qu'il cherche à contrôler, pas à se connecter. La seule façon de sortir de ce piège est d'accepter qu'il n'y a rien à récupérer. Ce qui semble perdu n'a jamais vraiment existé. La réciprocité n'est pas quelque chose que l'on mendie. Si quelqu'un ne la donne pas librement, la seule réponse possible est le détachement absolu. Lorsque vous acceptez cela, l'obsession est révélée. Ce qui vous contrôlait une fois n'a plus de pouvoir sur vous. Et à ce moment, vous redevenez libre. 6. L'appât de la vulnérabilité feinte. L'obsession ne naît pas toujours du désir ou de l'incertitude. Parfois, elle se construit sur la culpabilité. L'appât de la vulnérabilité feinte est une technique conçue pour faire en sorte que quelqu'un se sente indispensable pour une autre personne, le piégeant dans un cycle d'attachement émotionnel où il croit que son rôle est de sauver quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais été en danger. La manipulation commence par une histoire de souffrance. La personne manipulatrice se présente comme quelqu'un de blessé, trahi, incompris. Peu à peu, l'autre personne est convaincue qu'elle a une mission au sein de la relation, être celle qui guérit ses blessures, celle qui fait enfin sentir à l'autre partie qu'elle est aimée et protégée. Un lien d'empathie si fort est créé que la personne manipulée ne voit plus la relation comme une option, mais comme une responsabilité. C'est ici que la manipulation se renforce. La personne manipulatrice alterne entre montrer de la gratitude et créer des crises. Parfois, elle est complètement dépendante, laissant clairement entendre que sans l'autre personne, sa vie s'effondrerait.
D'autres fois, elle devient froide et distante, semant le doute. Ai-je vraiment fait assez? La peur de lui décevoir s'installe, la crainte d'être le prochain sur la liste de ceux qui l'ont abandonné. Et cette peur se transforme en obsession. Le problème est que la personne prise au piège dans ce stratagème ne se rend pas compte qu'il n'a jamais été de sa responsabilité de sauver qui que ce soit. Elle se convainc qu'elle doit tenir bon, que si elle part, elle causera du tort. Mais la vérité est plus crue, la souffrance de l'autre personne n'est pas son fardeau. Le stoïcisme brise cette manipulation avec une idée simple. Chaque personne est responsable d'elle-même. Personne n'a le droit d'attaquer par la culpabilité. Si quelqu'un utilise sa douleur pour te retenir, il ne t'aime pas, il te manipule. Pour se libérer, il faut voir cette vulnérabilité feinte pour ce qu'elle est vraiment, une stratégie de contrôle. L'amour n'est pas un sacrifice, et une relation où l'attachement est basé sur la culpabilité n'est jamais un véritable amour. La seule façon de briser l'obsession est de comprendre que personne ne va se briser sans toi. Si quelqu'un te fait sentir que son bien-être dépend de ta présence, tout ce qu'il cherche est de s'assurer que tu ne partiras jamais. Mais la vie de chaque personne est la sienne. Et la tienne ne doit pas être une prison construite par le fardeau émotionnel d'un autre. Accepter cela, c'est reprendre le contrôle. Ce que tu croyais être de l'amour n'était qu'une chaîne déguisée en besoin. Et le moment où tu lâches ce fardeau, l'obsession disparaît. 7. Le lien de la perte-crainte. L'obsession ne se nourrit pas seulement de l'illusion de l'amour ou du besoin d'approbation. Parfois, la clé pour garder quelqu'un lié est de le faire craindre qu'il perde plus qu'il ne désire avoir. C'est la base du lien de la perte-crainte, une technique de manipulation psychologique conçue pour générer de l'anxiété, de l'insécurité et une dépendance extrême, où la personne manipulée est obsédée non pas par l'autre personne en soi, mais par la peur de la perdre. Le principe derrière cette manipulation est simple. L'être humain valorise davantage ce qu'il sent qu'il peut perdre à tout moment. Lorsque quelque chose est perçu comme instable, rare ou en danger, le cerveau l'amplifie. Et la personne manipulatrice en profite. Le processus commence par un don total. La personne manipulée reçoit de l'affection, de la validation, de l'intimidation, une attention constante. On lui fait sentir en sécurité, spécial, choisi. Mais cette stabilité est un piège. Juste au moment où la personne manipulée commence à faire confiance, la personne manipulatrice introduit l'élément de la perte. Des commentaires ambigus sur l'avenir apparaissent. Des changements soudains de comportement sont insinués. On sème le doute que la relation pourrait se terminer à tout moment. Parfois, avec des menaces directes comme « je ne sais pas si cela va fonctionner » ou peut-être que nous ne sommes pas aussi compatibles que je le pensais. D'autres fois, avec des signes plus subtils, des réponses froides, une distance émotionnelle, des disparitions repentantes, sans explication. Il ne s'agit pas d'un rejet total, mais de créer un état constant d'incertitude. C'est là que l'esprit de la personne manipulée s'effondre. La peur de la perte active une réponse obsessionnelle. Chaque petit geste de détachement est interprété comme un signe de danger. Chaque moment de froideur comme un avertissement que la fin est proche. La personne manipulée commence à en faire plus, à se donner davantage, à prouver sa valeur dans l'espoir de retrouver la stabilité perdue. Mais cette stabilité ne revient jamais. C'est une stratégie conçue pour que la personne manipulée ne puisse jamais se détendre. Elle ne sait jamais dans quel état se trouve la relation. Et comme il n'y a pas de certitude, il y a de l'anxiété. Et là où il y a de l'anxiété, il y a de l'obsession. Les stoïciens comprenaient que la peur de la perte est une forme d'esclavage mental. S'accrocher à quelque chose avec désespoir ne fait que nous rendre plus faibles. Pour eux, la véritable force résidait dans la capacité d'accepter l'incertitude sans en devenir prisonnier. Rien ne nous appartient vraiment. Personne n'est une garantie dans notre vie. Et tout ce qui peut être perdu doit être vu comme quelque chose qui n'a jamais été complètement à nous. La seule façon de détruire le lien de la perte-crainte est d'accepter que ce qui peut partir, parte. Si quelqu'un joue
avec la possibilité de vous perdre, la seule réponse est de faire de cette possibilité une réalité. Personne qui en vaut la peine ne vous maintiendra dans un état constant d'insécurité. Quand vous réalisez cela, la peur se dissout. Et quand la peur disparaît, l'obsession perd tout son pouvoir. 8. La construction de l'autorespect comme base de l'amour. Toute obsession naît sur le même terrain, le manque. Là où il y a un vide, il y a une dépendance. Là où il y a de l'insécurité, il y a du contrôle. Là où il y a un besoin d'approbation, il y a de la manipulation. Personne ne s'obsède de quelqu'un par pur désir, mais parce qu'au plus profond de lui, il sent qu'il a besoin de cette personne pour être quelque chose, pour se sentir suffisant, pour éviter le vide qu'il craint tant. Et c'est là que le contrôle est perdu. Le problème est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont été programmés pour douter d'eux-mêmes. Ils grandissent en croyant que l'amour est une récompense, qu'ils doivent prouver leur valeur pour être choisis, que si quelqu'un les quitte, c'est parce qu'ils n'étaient pas suffisants. C'est le terreau de l'obsession. Ce n'est pas seulement la perte de quelqu'un qui fait mal, c'est le sentiment de ne pas avoir été assez précieux pour l'éviter. C'est l'idée que, s'ils avaient fait quelque chose de différent, s'ils avaient été plus patients, plus attirants, plus intéressants, l'autre personne ne serait pas partie. Mais voici le mensonge que personne ne veut voir. Peu importe combien vous essayez, vous ne serez jamais assez pour quelqu'un qui ne vous voit que comme un objet de contrôle. Le problème n'est pas combien vous avez donné, mais que dès le début vous étiez dans une bataille perdue. La manipulation ne cherche pas l'amour, elle cherche la domination. Et pour vous dominer, ils doivent d'abord vous faire douter de votre propre valeur. C'est là que l'autorespect entre en jeu, non pas comme une idée cliché, mais comme une arme. Quand vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous faire sentir remplaçable. Quand vous réalisez que l'amour n'est pas une validation, mais un choix mutuel entre deux personnes qui se respectent, vous arrêtez d'accepter les déchets émotionnels que vous offrent ceux qui jouent avec l'incertitude et la rareté. Le stoïcisme le rend clair. Personne ne peut vous enlever ce qui n'a jamais vraiment été à vous. Les gens vont et viennent, les liens changent, la vie n'est pas statique. S'accrocher désespérément à quelque chose simplement parce que vous craignez de le perdre est le plus grand signe de faiblesse. La liberté est d'accepter que tout est transitoire et que la seule constante, c'est vous. La construction de l'autorespect n'est pas un processus confortable. Cela signifie se regarder dans le miroir et arracher à la racine chaque croyance qui vous a fait penser que vous deviez prouver votre valeur pour être aimé. Cela signifie comprendre que peu importe combien quelqu'un semble unique ou irremplaçable, personne dans ce monde n'est plus important que la paix que vous avez avec vous-même. Parce que la vérité est celle-ci, personne qui en vaut la peine ne vous fera sentir que vous devez vous battre pour son amour. Si l'amour devient une bataille, c'est parce que quelqu'un a déjà décidé de vous mettre en guerre avec vous-même. Et si vous décidez de ne pas combattre, si vous choisissez de ne pas poursuivre ce qui ne coule pas librement, l'obsession se brise. Ce qui semblait auparavant impossible à lâcher devient insignifiant. Parce que quand vous vous avez vous-même, vous devenez intouchable.